Bonjour, je voudrais déjà remercier la MTRL et son président de m'avoir convié à vous présenter ce thème qui est passionnant, le stress et la prévention. Le stress, tout le monde connaît, tout le monde a entendu parler. Le stress, c'est quelque chose de quotidien. Tout le monde est stressé aujourd'hui. Mais le stress, si je vous demande à chacun d'entre vous la définition, mais je vais avoir autant de définitions que de personnes dans la pièce. Donc on va, si vous voulez, tranquillement regarder ce qu'est le stress, ce qu'apporte le stress, les conséquences, les traitements et ce que l'on peut faire en prévention. Le stress, c'est à l'origine de 90% des pathologies rencontrées en cabinet. C'est un chiffre qui peut vous paraître éventuellement un petit peu élevé, mais c'est pourtant une réalité quotidienne que nous vivons dans nos cabinets. Le stress, c'est quelque chose d'un petit peu complexe. Donc on va le voir point par point de manière à bien comprendre ce que c'est que le stress. On va regarder comment ça fonctionne. On va regarder comment est-ce qu'on peut faire l'examen du patient qui est si important. Et on va aussi parler des solutions, bien naturellement. Donc le stress, qu'est-ce que c'est? Grande question. Donc si on vous pose la question, effectivement, vous connaissez des gens qui sont stressés, vous connaissez des gens qui vous disent « non, moi je n'ai pas de stress ». C'est un terme qui est devenu usuel, quotidien, et les gens en parlent sans trop savoir. Alors si vous me permettez, avec cette première diapositive, on va regarder ce que le stress va déjà générer comme pathologie. Ça va déjà vous amener une première idée du stress. La première chose, c'est l'incidence psychique. Quand on est stressé, on est en général atteint au niveau psychique. La deuxième chose, c'est la somatisation, c'est-à-dire qu'en fait, le stress qui va être généré au niveau du système nerveux central va avoir pour conséquence une traduction au niveau de votre corps. Par exemple, je reprends l'expression que vous connaissez tous, en avoir plein le dos par exemple, eh bien c'est typiquement lié au stress. C'est-à-dire que la douleur de votre dos est liée directement à un stress. Et puis, il y a ce qu'on appelle la décompensation, c'est-à-dire qu'à un moment, le stress est tellement important que vous allez décompenser et tomber dans des pathologies graves de type dépression, burn-out, etc. Ça, c'est l'aspect très superficiel du stress. Donc maintenant, on va regarder tout ce qui peut amener du stress. Le stress, ça peut être, par exemple, des douleurs que vous avez dans l'oreille. Par exemple, ici, un jeune qui a des acouphènes. Ça peut être aussi un stress d'origine publique. Par exemple, lorsqu'on a eu les attentats en France, les gens ont subi ce qu'on appelle un syndrome post-traumatique. C'est-à-dire, suite à une agression non personnalisée, les gens se le sont accaparés parce que les médias en ont parlé et reparlé, en gros, en boucle pendant des heures et des jours, et vous avez un syndrome post-traumatique. Un syndrome post-traumatique ou post-commotionnel, c'est un ensemble de problèmes psychiques ou physiques ou les deux à la fois. Et en fait, bien vous avez des gens qui sont déjà un petit peu sensibles, qui ont accaparé le stress de quelques personnes à l'échelon national et donc sont devenus eux-mêmes très stressés. Voilà, vous avez différents éléments du stress. Alors, on parle de stress, par exemple, en entreprise. Qu'est-ce que c'est que le stress en entreprise? Bien, c'est une personne, par exemple, qui est très compétente à son niveau et son patron, pour le remercier, va lui offrir une promotion. Or, cette promotion, elle peut générer chez cette personne-là, chez cet employé, un stress très important. Par exemple, il est arrivé, il gérait très bien tout son bureau et son staff. Il a une mission au-delà de ses compétences initiales et là, il devient stressé et il n'a plus le temps de rien faire. C'est ce qu'on appelle le niveau d'incompétence entre parenthèses. Vous avez le stress, par exemple, familial. Ce sont par exemple des enfants qui sont très chahuteurs à la maison et donc vous arrivez en fin de journée, vous êtes déjà un petit peu fatigué. Les enfants, bien sûr, eux, ils débordent d'énergie et ils vont vous amener aussi un stress particulier, surtout si vous avez du mal à les gérer. Et puis, bien sûr, vous avez le stress de l'étudiant, c'est-à-dire est-ce que je vais réussir mes examens, est-ce que j'ai le temps de réviser? Voilà, donc vous avez dans le stress beaucoup de choses différentes à voir.
On va les regarder les unes après les autres si vous le permettez. Ah oui, là, c'est l'atteinte physique. L'atteinte physique dans le stress est importante. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'expression en avoir plein le dos, c'est quand même une réalité. Donc vous avez des zones qui sont extrêmement sensibles dans l'organisme. Par exemple, vous avez, comme la jeune fille là-bas en haut à droite sur l'écran, le stress qui est au niveau des épaules qui sont complètement contractées. Et donc vous avez des raideurs articulaires, aussi bien au niveau de l'épaule que de la nuque, avec évidemment tout ce qui s'ensuit. Et ça, on va le voir en détail maintenant. Donc le stress, comme je viens de vous l'expliquer rapidement, c'est un mécanisme psychophysiologique de réponse à une agression. Le stress est naturel, indispensable, parce qu'il va vous permettre de vous défendre. Cette défense, elle peut intervenir de deux manières, ce que l'on appelle la fuite ou la lutte. Je prends un exemple très simple. Vous marchez tranquillement dans la rue, et en face de vous, vous voyez 4 jeunes un peu vindicatifs qui s'approchent vers vous avec un sourire en coin. Vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce qui va m'arriver? Donc là, vous êtes en notion de stress. Donc vous avez deux solutions. Vous êtes ceinture noire de karaté, vous laissez venir et vous avez de quoi vous défendre. Ou bien vous êtes comme moi, un peu lucide, vous vous dites, bon, c'est peut-être mieux que je change de trottoir ou que je rentre dans la première boutique à droite. Vous avez donc toujours cette notion de fuite ou de lutte. Mais votre organisme, lui, il a déjà commencé à faire de la prévention, c'est-à-dire qu'il a déjà commencé à vous prémunir contre ce stress. Et donc, vous allez voir que derrière, c'est tout un système qui va s'autodégrader, plus ou moins. Donc, c'est un déséquilibre global plus ou moins bien compensé. Vous allez d'abord commencer par avoir une augmentation du rythme cardiaque. Le stress, la peur, augmentation du rythme cardiaque. Ce rythme cardiaque aussi va entraîner la constriction des vaisseaux sanguins, une montée d'adrénaline, un blocage des fonctions organiques et un déséquilibre neurovégétatif. Donc, classiquement en médecine, on a une description du système neurovégétatif ou dit neuro-autonome, décrit en deux sous-ensembles. L'orthosympathique, qui est adrénaline, ou adrénergique si vous préférez, donc qui est excitant. Et de l'autre côté, vous avez un système parasympathique qui est plutôt un système de régulateur et diminution des fonctions. Ces deux systèmes marchent ensemble, c'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Ensuite, vous pouvez avoir dans le stress des tensions musculaires, donc qui vont entraîner des douleurs naturellement, c'est ce que tout à l'heure je vous expliquais avec le fameux mal de dos, des problèmes digestifs, des problèmes de sommeil et d'appétit qui peuvent aller aussi bien au contraire en excès alimentation ou diminution, c'est-à-dire anorexie ou boulimie. Des vertiges, des maux de tête, des vertiges qui sont liés à la tension. Ce n'est pas des vertiges que vous pouvez avoir par exemple si vous avez des problèmes d'oreille interne, ça n'a rien à voir. Ça, ce sont vraiment des vertiges, un état vertigineux, un état d'ébriété en quelque sorte. Des maux de tête récurrents, le souffle court et une fatigue généralisée. Vous allez avoir donc des gens qui vont être en état d'agitation et d'irritation permanente. Des gens qui auront une difficulté à prendre des décisions et qui seront toujours vecteurs d'inquiétude. Donc vous voyez que par exemple pour le cas de notre employé qui a été promu à un poste supérieur, le fait d'être indécis peut porter préjudice à son travail, à la société et aux autres employés. L'agitation, l'irritation, c'est des gens, ils remuent tout, mais en fait ils ne font rien du tout. C'est ce qu'on appelle remuer du vent. Après, vous pouvez tomber dans un état d'anxiété, de mélancolie. Là, ça commence déjà à être assez grave puisque vous êtes arrivé quasiment à la dépression. Et puis alors, un élément extrêmement important aussi à dire, c'est une baisse de la libido. Pourquoi c'est important? Parce que quand même beaucoup de gens vivent en couple, hein, peut-être même vous-même, hein, monsieur ou madame. Et si vous avez une baisse de la libido, votre partenaire peut se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Il ne m'aime plus, il va voir ailleurs, etc. Donc vous allez rajouter encore un problème personnel à un problème déjà initial qui peut être important. Donc vous voyez, ça s'enchaîne tout en fait. Hein. Il n'y a pas le stress, il y a des stress et le stress entraînant le stress, etc.
Et vous avez aussi, par exemple, une difficulté à vous concentrer. Donc c'est ce qu'on va retrouver chez, par exemple, les étudiants qui auront du mal à se concentrer, donc ils vont perdre une partie de leur capacité, et donc tout ça, c'est embêtant. Céphalées récurrentes, on en a parlé. Donc les céphalées sont vraiment en fait comme quand vous avez un casque sur la tête, hein, et ça vous serre un peu la tête, et là c'est le stress. Et en général, ça vient des muscles nucaux qui sont hyper tendus. En même temps, vous pouvez avoir des problèmes oculomoteurs. Donc si vous allez voir un ophtalmo pendant ces périodes de stress, il va vous trouver forcément une vue détériorée. Il va donc vous équiper avec des lunettes. Et puis, si vous récupérez votre stress, à un moment donné, vous allez vous dire « mais quand même, ces lunettes me fatiguent beaucoup ». Ben oui, forcément, parce qu'à l'instant précis où l'ophtalmologiste vous avait fait ces lunettes, vous avez eu une prescription en fonction de votre état. Aujourd'hui, si vous avez un stress qui est calmé, ben forcément, vous avez moins de tension dans les yeux, donc forcément, vous avez une vue qui est différente. Donc, vous allez être obligé de repasser pour changer vos lunettes. Je vous ai dit, une des conséquences les plus visibles chez tout le monde, c'est les douleurs de la nuque, globalement situées entre les deux omoplates et la ceinture scapulaire, ce qu'on appelle la ceinture scapulaire. Donc les épaules. Pour résumer, le stress, c'est la production au niveau du système nerveux central, dans votre cerveau, de cortisol. Le cortisol, c'est une bonne chose. Sauf que quand il y en a trop, le cortisol va avoir des interactions qui vont être moins bonnes. Vous allez avoir par exemple une hyperglycémie. Donc c'est pareil, plutôt que de traiter l'hyperglycémie, voyons déjà s'il n'y a pas du stress au départ. Vous allez par exemple avoir une diminution des défenses immunitaires. Aujourd'hui, vous le savez, on est en regain sur les problèmes immunitaires. Il y a beaucoup plus de pathologies dites auto-immunes qui apparaissent chez beaucoup plus de gens. Il faut se poser la question, ce n'est pas forcément autre chose que du stress au départ. Et puis, enfin, dernièrement, vous avez tout le système hormonal qui est perturbé. Alors, je ne vais pas vous faire un tableau parce que ça prendrait des heures et des heures, mais tout votre système hormonal est perturbé. Ça peut arriver, par exemple, jusqu'à une stérilité pour les femmes. Donc, extrêmement important et violent. Alors, le stress, comment ça fonctionne? Eh bien, il faut savoir que le stress, normalement, on sait le gérer. Sauf que, parce qu'il y a toujours un sauf que, le stress, vous avez une notion d'alarme. Votre système va commencer à mettre en place donc, une mobilisation des ressources. De cette mobilisation des ressources, vous allez arriver à un niveau d'adaptation. Jusque-là, tout va bien. Et vous allez arriver à ce qu'on appelle un plateau qu'on va définir comme phase de résistance. C'est-à-dire que vous êtes capable de résister à un ou des stress successifs. Le problème, c'est qu'à un moment donné, vous allez avoir, comme j'ai souvent tendance à le dire, la petite goutte qui fait déborder le vase et vous allez arriver à un épuisement de l'organisme. Et là, quand vous êtes en phase d'épuisement, pour remonter la pente, c'est quasi impossible. Ça va vous prendre des semaines et des mois, voire des années. Donc, si on peut éviter ce type de fonctionnement, ça sera bien. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir pour chacun des grands systèmes ce que le stress va vous amener. Alors, je sais que parmi vous, il y a des gens qui, comme souvent, vont poser des questions, mais moi j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Oui, c'est possible, vous pouvez voir un peu de tout. Alors, on va commencer par l'appareil cardiovasculaire. Bien, par exemple, vous pouvez avoir des arythmies. L'arythmie, c'est votre pulsation cardiaque qui n'est pas régulière et donc ça peut être extrêmement gênant dans la vie courante comme dans les activités physiques. Vous pouvez faire de l'hypertension artérielle. C'est ce qu'on appelle l'hypertension artérielle essentielle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cause physique, hein, il n'y a pas de problème de rein, il n'y a pas de problème aortique, il n'y a pas de problème nulle part, simplement vous avez une hypertension artérielle. Vous pouvez faire ce qu'on appelle un AVC ou accident vasculaire cérébral. Donc il faut véritablement lutter contre ce stress parce que vous voyez que ça peut arriver à des pathologies extrêmement invalidantes. L'accident vasculaire cérébral, ça peut vous amener à une hémiplégie que vous récupérez tout ou en partie. Et puis bien sûr à toutes les maladies coronariennes. . Donc aller voir un cardiologue, c'est bien.
prémunir en évitant le stress, c'est mieux. J'en profite pour dire que la MTRL met à votre disposition un matériel extrêmement sophistiqué qui s'appelle le NeuroCoach, qui vous permet d'enregistrer sur 24 heures votre fréquence cardiaque. À partir de là, vous retournez l'appareil à la mutuelle, et on analyse les données, donc c'est personnel, hein, et on connaît votre niveau de stress. Donc on connaît le déficit du système nerveux autonome. Excellent appareil pour ça. Au niveau de l'appareil respiratoire, eh bien, vous pouvez être victime de ce qu'on appelle d'hyperventilation. L'hyperventilation, c'est quand vous respirez trop vite. Si maintenant, vous tous dans la pièce, vous augmentez votre rythme respiratoire, comme ceci, vous allez avoir la tête qui tourne au bout d'un moment, etc. Et en même temps, ça va diminuer vos capacités physiques. Et vous pouvez arriver à des pathologies graves de type asthme bronchique. Donc, qui dit asthme bronchique dit qu'on va vous équiper avec la petite ventoline qui va vous dilater les bronches, mais qui a des effets secondaires parce que c'est un corticoïde, etc., etc. Donc, si on peut éviter, c'est mieux. Au niveau de l'appareil digestif, eh bien, vous avez malheureusement des gastrites. Les gastrites, comme le terme peut-être l'indique, vous l'avez compris, c'est une inflammation gastrique. Donc, vous avez un système inflammatoire de l'œsophage, de l'estomac, avec éventuellement des reflux, des nausées ou vomissements. En même temps, un petit peu plus bas, vous avez ce qu'on appelle le syndrome du côlon irritable, c'est-à-dire, par exemple, ce sont des gens qui, à la palpation, ont un abdomen qui est dur et douloureux en même temps. Donc, on va chercher, avec l'examen de palpation, si votre côlon est irrité. Ça peut vous entraîner des diarrhées, voire des constipations, et ça peut aussi vous faire des colites ulcératives. Qu'est-ce que c'est qu'une colite ulcérative? Eh bien, c'est une inflammation du côlon avec des ulcères, c'est-à-dire une destruction de la paroi du côlon qui peut être gravissime, hein. Donc, il faut vraiment en prendre soin. Donner des médicaments de complément pour éviter tous ces problèmes-là, c'est bien, mais vous n'êtes que symptomatologique, vous n'êtes pas causalgique. Et vous verrez qu'après, je vous proposerai des solutions qui traitent aussi bien le symptôme que la cause. Système immunitaire. Eh bien, vous avez systématiquement une immunodéficience. Qu'est-ce que ça veut dire l'immunodéficience? Eh bien, ça veut dire que, par exemple, vous allez être sujet à attraper tout ce qui passe. La grippe, les rhumes, les angines, les rhinites, les otites, etc. Donc, et vous allez passer votre vie, si vous suivez le chemin classique médical, chez le médecin qui va vous donner un coup les antibiotiques, un coup les anti-inflammatoires, un coup des corticoïdes, etc. Et donc, vous êtes en fait en déficit total au niveau immunitaire. Donc, c'est gravissime aussi, ça. Immunosuppressif, c'est-à-dire que là, vous n'avez même plus d'immunité, ça peut arriver. Et vous avez bien sûr la possibilité de déclarer ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. Par exemple, sclérose en plaques, etc. Donc, vous voyez, ça peut être quand même un tableau extrêmement compliqué pour vous ensuite à traiter. Sur l'appareil génito-urinaire, sont des personnes qui vont faire des syndromes vésico-irritables. Donc, ils auront ce qu'on appelle la vessie irritable. Donc, c'est embêtant. Ce sont des gens qui vont faire des cystites à répétition. Ce sont des gens qui vont avoir des mini-infections à répétition. Ça finit par être extrêmement invalidant, notamment dans la vie sociale et dans la vie relationnelle, familiale et sentimentale. Troubles du rythme menstruel. Vous pouvez très bien avoir des dysménorrhées, c'est-à-dire des règles qui sont irrégulières, des aménorrhées, arrêt total des règles, et ça se trouve de plus en plus. Et vous avez évidemment difficulté de procréer. Donc dans un jeune couple, par exemple, ça peut être très embêtant parce qu'ils ont envie d'avoir des enfants et ça finit peut-être éventuellement par détruire même le couple. Et puis des douleurs récurrentes, toujours dans la sphère urogynécologique. Et les douleurs récurrentes, c'est pareil, c'est une gêne au plaisir, c'est donc une gêne à l'échange, et les échanges dans un couple sont quand même importantes aussi, notons-le bien. Sur le système endocrinien, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, de toute façon, toutes les hormones sont déstabilisées, donc vous avez accès à une hyperglycémie, un diabète sucré, des problèmes thyroïdiens, etc., etc.
Sur les téguments, c'est la peau, les ongles, ce qu'on appelle aussi les fanères. Vous avez donc des gens qui vont vous faire des eczémas. Vous avez déjà vu des gens qui ont des eczémas ou du psoriasis. Ils ont eu un coup de stress, ils ont développé immédiatement cette conséquence cutanée. Des névrodermites qui sont des inflammations, de l'acné, des boutons, l'alopécie qui est la perte des cheveux. Vous savez qu'en cas de stress très important, on a déjà vu des gens qui en 8 jours ont perdu une grande quantité de cheveux. Ça arrive malheureusement, ce n'est pas que dans les films. Donc le stress, il peut être extrêmement évident. Pour l'anecdote, vous pouvez arriver jusqu'à perdre la parole en cas de stress important. Vraiment une grosse peur peut vous faire perdre la diction. Sur le plan musculo-squelettique, c'est-à-dire sur niveau corporel, eh bien là, vous allez donc avoir ces fameux céphalées avec les contractions du muscle du cou, c'est-à-dire des gens qui ne s'en rendent pas compte mais qui sont très raides. Des maux de dos. Alors, souvent, ce sont des maux qui sont, on va dire, voyageurs. Un coup, vous aurez mal aux épaules, un coup, vous aurez mal en bas du dos, un coup au milieu du dos. Bon, ça change tout le temps de localisation. Pourtant, ce sont des vraies douleurs. Si vous ne les traitez pas sous la forme causalgique, mais que symptomatologique, vous allez finir avec des douleurs dites chroniques, et là, vous ne vous en sortez pas. Et vous avez toutes les maladies inflammatoires du tissu conjonctif. Donc, vous allez faire, par exemple, des tendinites, vous allez faire des bursites, etc. Vous allez, en fait, vous fragiliser au niveau corporel. Vous voyez, ça va loin quand même, hein, le stress. Parce que quand on a des problèmes de dos, tout ça, on va souvent chez le kiné ou chez l'ostéo, très bien, il va vous aider, mais tant que vous avez ce stress qui vous rigidifie complètement, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire de plus? Ça sera que du temporaire, c'est du cataplasme en gros. Voyons maintenant sur le système nerveux. Sur le système nerveux, c'est facile, le tableau vous le connaissez plus ou moins. Anxiété, dépression, fatigue. Quand je vous parle de fatigue, c'est une fatigue générale, c'est-à-dire que vous n'avez rien fait d'extraordinaire, vous n'êtes même pas allé courir, vous n'avez pas marché, vous êtes fatigué. En vous levant, vous êtes fatigué. Ça vous est déjà arrivé peut-être. Vous vous endormez, vous n'êtes pas bien, vous vous réveillez le matin, vous êtes encore presque aussi fatigué que la veille. C'est juste pas possible ça. La libido, l'insomnie. Alors combien de gens vous disent « mais moi je ne dors pas, j'ai rien dormi cette nuit ». Simplement parce qu'ils ont un sommeil qui n'est pas réparateur, parce que vous avez un stress récurrent qui est tellement important. Je vous l'expliquerai dans une diapositive après plus loin, comment ça se passe au niveau du système nerveux central. Si vous n'arrivez pas à faire vos phases de récupération la nuit dans votre sommeil, eh bien vous pouvez très bien dormir pendant un certain temps, par exemple avec un cachet, mais malheureusement c'est un sommeil qui n'est pas réparateur. Donc vous allez vous retrouver avec des gens fatigués le matin. Alors si vous démarrez la journée fatigué, je ne vous raconte pas la fin de la journée, hein. Ça va être l'épuisement total. Et puis bien entendu, le trouble du comportement alimentaire, alors là, c'est flagrant. Alors déjà qu'au niveau nutrition, on aurait peut-être beaucoup de choses à dire, mais si en plus vous mangez avec des troubles de ce comportement, c'est assez embêtant. Donc c'est des gens par exemple qui vont manger toute la journée, parce qu'en mangeant, en grignotant, surtout des sucreries, donc vous allez axer plus votre alimentation sur des bonbons, des sucreries. Certains vont plutôt axer sur du salé, charcuterie, chips, etc. Et là, ça va encore surajouter un effet à l'hypertension. Donc, vous voyez, c'est vraiment un ensemble de choses. Et vous ne pouvez pas voir le stress comme étant simplement une approche psychique de la personne. Comment, dans nos cabinets, on va détecter ce stress? Eh bien, ça passe par l'examen du sujet. Et l'examen du sujet, ça ne se fait pas en quelques secondes. Il faut savoir prendre le temps d'examiner son sujet. Parce que quand vous avez un stress, il est souvent difficile à diagnostiquer. Parce que le sujet peut être vu longtemps après son choc initial. Je vous prends un exemple très simple. C'est ce qu'on appelle le syndrome post-traumatique ou whiplash, le whiplash qui est le coup du lapin en voiture. Vous avez un accident de voiture, plus ou moins violent, donc vous avez forcément eu peur parce que vous vous êtes dit qu'est-ce qui va m'arriver. Vous avez eu éventuellement un choc avec un coup du lapin, donc la tête qui va d'avant en arrière rapidement.
et vous avez plus ou moins bien récupéré. Ça, vous l'avez fait il y a 5 ans. Seulement, ce que vous avez complètement occulté, c'est que votre corps, lui, s'en souvient. Et à un moment donné, il va décompenser. Et quand vous arrivez avec un certain nombre de symptômes, on ne pense plus à ce choc initial. Et si vous ne le traitez pas, vous n'aurez aucun résultat à long terme. Vous aurez toujours des petits résultats, mais jamais à long terme. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, c'est facile. Je vous l'ai marqué ici. L'anamnèse, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'interrogatoire. Donc, l'interrogatoire, c'est à partir de la naissance jusqu'à maintenant. Et on va essayer de regarder tous les épisodes qui ont pu vous apporter quelque chose. Est-ce que vous avez compensé correctement ou pas? On va donc rechercher un stress dit cumulatif. Parce que le stress, ce n'est pas quelque chose d'instantané. Vous pouvez très bien avoir aujourd'hui un petit stress, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Admettons, vous êtes venu à la conférence, vous avez pris votre voiture ou les transports publics, quelqu'un ne vous a pas laissé rentrer, donc vous êtes commencé à vous énerver à la porte, est-ce que je vais pouvoir rentrer? Après, si vous êtes en voiture, quelqu'un vous a klaxonné parce que vous n'avez pas avancé suffisamment vite à son goût au feu rouge. Si vous êtes à pied, ben, la voiture ne vous a pas laissé passer au passage clouté, etc. Enfin, vous voyez, le stress, ça peut être 1000 et 1000 petites choses. Donc, on va chercher ces stress cumulatifs. Et puis, on va regarder aussi chez vous ce qu'on appelle les antécédents traumatiques et chirurgicaux. Il existe, notamment en médecine chinoise, un principe qui est extrêmement intéressant, qui s'appelle le blocage énergétique. Vous en avez peut-être entendu parler si vous êtes allé chez l'acupuncteur ou chez les gens qui font de la médecine chinoise. C'est très intéressant parce que une cicatrice, si elle est mal cicatrisée, je ne vous parle pas d'une cicatrice qu'on voit à la surface de la main, mais ce qu'on appelle cicatrice dans le jargon médical, c'est une lésion tissulaire. Alors des cicatrices, vous en avez depuis la naissance, puisque la première, c'est le cordon ombilical, mais vous pouvez aussi avoir eu des dents, vous avez pu avoir les végétations, les amygdales, vous avez pu avoir une infiltration, une vaccination, plein de petites choses comme ça qui sont en fait des problèmes de cicatrices. Si vous ne les cherchez pas chez le patient, vous ne risquez pas, ou plutôt vous risquez de tomber à côté d'un élément assez important. On va faire un bilan psychique, c'est-à-dire en lui posant 2-3 questions, savoir si tout va bien. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez une vie sociale? Est-ce que vous avez une vie familiale? Est-ce que vous avez une vie sentimentale? Parce que vous pouvez très bien avoir l'un sans l'autre. C'est-à-dire vous pouvez très bien cohabiter sous le même toit. Au départ, il y avait peut-être un peu d'amour. Aujourd'hui, il n'y en a plus du tout. On reste ensemble parce que, ben voilà, on partage l'appartement, c'est pratique, ça coûte moins cher. Mais il n'y a plus rien. À la limite, on ne supporte même plus le conjoint ou la conjointe. Qu'est-ce qu'on fait? On reste, on part, on fait avec. Oui, mais si on fait avec, voilà. Bon, ça peut être conflictuel. On va faire aussi quelque chose d'extrêmement simple, c'est un bilan morphologique. Je suis sûr que vous vous êtes tous posé un jour cette question. Face à quelqu'un en vous disant « Ouh là là, elle n'a pas l'air d'aller ». Vous savez, on voit des gens qui ont un faciès, on a l'impression qu'ils portent la misère du monde sur eux. Cherchez pas, ils sont stressés. Si en même temps, vous avez déjà un stress, ça ne va pas vous arranger non plus. Maintenant, si vous avez fait une autre expérience, vous êtes arrivé devant une personne souriante qui vous tend la main, qu'est-ce que vous faites? Bien, votre premier réflexe, c'est de répondre à un sourire par un sourire, une main tendue vers une main tendue. C'est assez difficile de refuser la main tendue de quelqu'un. C'est pour ça qu'il est important que vous ayez cette notion d'aspect morphologique et je vous assure qu'il n'est pas inopportun de bien le noter. Moi, sur mes feuilles patients, je note sourire, pas sourire. Donc souvent, première séance, c'est pas sourire. Hein. Je viens chez le thérapeute parce que j'ai mal, je souffre, est-ce qu'il va arriver à me faire quelque chose? Donc toujours cette petite anxiété. Et souvent, c'est soit à la fin de la première séance, soit après, que les gens vous disent « Ah ben ça va mieux, je me sens plus libéré, etc. » Bilan postural. Qu'est-ce que c'est qu'un bilan postural? C'est de savoir comment vous tenez debout. Une personne qui est stressée sera en général avec les épaules roulées en avant, dans une position un peu défensive comme ceci. Une personne en bon état, souriante, c'est plutôt ça. C'est « je vous aime, je me défends ».
Eh bien, quand vous êtes stressé, c'est « je me défends ». Et donc, dès que la personne commencera à être dans la position ouverte, « je vous aime », ça ira beaucoup mieux. Et un bilan comportemental, c'est-à-dire aussi comment est-ce que vous vous comportez avec les autres. C'est-à-dire, par exemple, il y a un élément qui est très simple, c'est beaucoup pour les salariés, comment ça se passe dans votre entreprise? Oh, les gens ne sont pas sympas, ils font la gueule, machin, tout ça. Bon, ok, d'accord. Et c'est bizarre parce que vous les revoyez quelques temps après, c'est même gens qui vont vous dire « Ah ben, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a dû avoir quelque chose. » Et ils me disent bonjour, et ils me sourient. Ben oui, mais c'est vous qui avez changé. Vous êtes plus décontracté, donc déjà avec le sourire sur le visage, les gens viennent spontanément vers vous. C'est toujours la même chose. Alors, quelles sont les solutions pour le stress? Parler du stress, c'est bien, trouver les solutions, c'est mieux. Eh bien, vous avez plusieurs choses. Vous pouvez faire par exemple un traitement psychologique. Vous allez voir un psychiatre, un psychologue qui va vous aider éventuellement à gérer votre stress. Vous pouvez faire un traitement médical. Vous pouvez faire un traitement en sophrologie. Vous pouvez prendre des vacances. Vous pouvez, si c'est possible, vous adapter dans le travail. Et vous pouvez aussi regarder autour de la famille, essayer de la gérer différemment. Et puis bien sûr, la technique que j'utilise qui est la magnomégathérapie qui vous permet d'aller encore plus loin et qui vous permet de vous rétablir complètement dans le stress. Parlons donc prévention si vous le voulez bien, parce que mieux vaut prévenir que guérir. Je crois que c'est un des thèmes de la MTRL. La prévention. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire en prévention? Des choses simples. On peut éliminer les facteurs de stress quand c'est possible. Par exemple, on ne peut pas éliminer un accident de voiture qui peut vous arriver, mais on peut éliminer le petit stress de tous les jours, c'est-à-dire éviter de s'énerver pour des choses impossibles. Par exemple, je vous donne mon cas personnel. Dans ma voiture, j'ai un GPS. Vous savez, vous mettez l'adresse là où vous devez aller et ça vous indique que vous allez arriver dans 35 minutes. Bon, si vous êtes un peu à la bourre, hein, ça m'arrive aussi, ça je dois bien vous le confesser, je devais arriver dans un quart d'heure, on me dit que je vais arriver dans 25 minutes. Donc j'ai 10 minutes de plus. Qu'est-ce que je fais? Si j'accélère, je risque de prendre un PV, je risque d'avoir un accident et je risque surtout de ne pas arriver à la bonne heure quand même. Le mieux, c'est que j'avertisse la personne chez qui je dois aller que j'aurai un petit peu de retard. Est-ce qu'elle veut bien avoir la gentillesse de m'attendre? Si vous le demandez gentiment, en général, les gens vous disent oui. Donc, vous voyez, on peut éliminer certains facteurs de stress. On peut aussi apprendre à gérer son stress. Vous pouvez faire du yoga, vous pouvez faire de la marche, vous pouvez faire des exercices de relaxation, etc. Donc, vous voyez, on peut aussi apprendre à gérer ce stress. On peut relaxer le sujet en utilisant des techniques comme celle du Magnoméga dont je vous parlais, qui vont directement, elles, induire une relaxation. On peut aussi conseiller à la personne de reprendre une activité physique. Pourquoi c'est intéressant, l'activité physique? Quand vous faites un effort, vos muscles travaillent, ils se contractent, ils se relâchent, ils se contractent, ils se relâchent. Donc vous améliorez déjà votre système cardiovasculaire, mais ça vous l'avez compris, ou cardio-respiratoire. Mais surtout, vous avez ce qu'on appelle une libération d'endorphines. Les endorphines sont des hormones naturelles qui sont antalgiques, c'est-à-dire qui vont contre la douleur. Donc elles vont vous aider à mieux vivre. C'est pour ça que c'est intéressant de reprendre une activité physique. Et puis, bien entendu, on vous conseillera un suivi thérapeutique parce qu'on ne peut pas toujours tout faire soi-même. Donc, dans la notion de prévention, 1. Éviter la survenue des maladies. 2. Éviter la survenue des traumatismes. 3. Maintenir ou améliorer la santé. Alors, pourquoi faire de la prévention? Parce qu'il faut mieux prévenir que guérir. La prévention est souvent bien plus simple à mettre en œuvre que des traitements. Et elle va éviter les complications des pathologies. C'est quand même plus simple de traiter un stress qu'un AVC et une hémiplégie. C'est plus simple de travailler en amont sur le stress plutôt que de faire une hyperglycémie avec tous les risques que ça comporte de diabète, etc., etc. Si vous voulez, là par le schéma suivant, je vais vous expliquer comment ça fonctionne dans votre organisme. C'est ce qu'on appelle l'état de santé du système global. Quand tout va bien, vous êtes en phase d'adaptation. Donc tout va bien, je suis adapté, je gère.
À un moment donné, j'ai un premier problème et je vais mettre un état de compensation. Je suis dans ce qu'on appelle une phase asymptomatique. Seulement, le problème, c'est qu'à un moment donné, quand vous avez trop de répétitions de petits traumatismes physiques ou psychiques, hein, toujours, d'accord, on est d'accord, vous arrivez à ce qu'on appelle un état de décompensation. Et là, vous êtes dans une phase dite symptomatologique, c'est-à-dire vous avez vraiment un symptôme, tout ce qu'on vient de voir avant, et vous êtes dans la pathologie. Eh bien, si vous prenez l'ensemble adaptation-compensation, vous êtes ici dans la possibilité de faire de la prévention. Si vous êtes en décompensation, c'est trop tard, vous êtes déjà dans le curatif. Donc vous voyez, on a quand même une grande capacité à pouvoir travailler en préventif. Les solutions, c'est 1. Respecter son corps. Donc hygiène corporelle, on mange normalement, on fait un peu d'activité physique, on se repose et on évite de faire des choses extrêmes. Le corps vous donne des signaux. Ces signaux, il faut les respecter. Si vous ne respectez pas les signaux, eh bien, vous allez aller au-delà de vos capacités. Il ne faut pas se croire invincible. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire ou que vous ne pouvez plus faire. Je vois parmi vous des personnes qui ont 20 ans, mais j'en vois d'autres qui en ont 40 ou 60 ou même un peu plus. Bien écoutez, à 60 ans, vous n'allez pas avoir la même capacité, ne serait-ce qu'à porter un carton, qu'à 20 ans. Donc, par exemple, pour vous qui êtes déjà dans la soixantaine, par exemple, ben, si vous allez faire vos courses, peut-être c'est mieux de prendre un caddie que de prendre des gros cabas qui pèsent 10 kg dans chacun des bras. Et puis peut-être qu'au lieu de prendre donc 10 kg de nourriture, peut-être il faut mieux scinder en 2 fois. En même temps, ça vous fera un peu d'exercice physique et n'emporter que 5 kg. Vous voyez, il y a des choses simples à mettre en place, hein, comme ça. Mais surtout, évitez l'automédicamentation. Aujourd'hui, malheureusement, trop de gens prennent des médicaments sans en connaître les effets secondaires et les conséquences. Je vous ai mis ici pour mémoire que chaque année, il y a 181 millions de boîtes d'Efferalgan qui sont vendues, 245 millions de boîtes de Doliprane. Je me permets simplement de vous dire que c'est un médicament qui est vendu en libre service. C'est ce qu'on appelle, les antalgiques courants, hein. C'est du paracétamol. Eh bien, c'est dangereux. Parce que vous pouvez même avoir des gens qui, en prenant un seul cachet, peuvent faire une pathologie, voire ça peut être un état de mortalité. Donc faites très attention. Moi, je connais des gens qui arrivent à en prendre 6-8 par jour, à 1 gramme. Donc c'est énorme. Donc ça leur fait 8 grammes par jour. 14 boîtes par seconde en France. Rien qu'en France. Bon, vous avez compris que pour le laboratoire, c'était une manne, hein. Mais pour vous, c'est un poison. Et ça ne solutionne pas votre affaire. C'est là le danger. J'utilise personnellement une technique qui m'est propre, puisque je l'ai mise au point il y a déjà 35 ans, c'est la magnomégathérapie. La magnomégathérapie, c'est une pensée en fait. C'est de penser que l'homme est un tout et que ce tout est supérieur à l'ensemble des éléments qui le composent. Vous. Ce n'est pas 2 bras, 2 jambes, 2 yeux, non, c'est une personne. Vous, c'est Martine, vous, c'est Clément, vous, c'est Julien, vous, c'est... Voilà. Donc, vous êtes une entité. Et vous êtes plus importante que l'ensemble des petites choses qui vous composent. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on peut très bien vous amputer d'un petit doigt, ça ne vous portera pas de préjudice. Bon, il y a d'autres choses qu'il ne faudra pas amputer, hein. Dans le corps, tout est fréquence. Vous avez la fréquence cardiaque. Vous avez la fréquence respiratoire. La fréquence cardiaque, vous connaissez à peu près. En moyenne, je dirais que vous êtes à 60 pulsations au repos. Alors les plus sportifs sont un peu moins, les moins sportifs un peu plus. Vous avez une fréquence respiratoire. Est-ce que quelqu'un connaît sa fréquence respiratoire? Non, c'est pas simple, hein. Eh bien, en gros, vous respirez entre 12 et 16 fois par minute. C'est nouveau pour vous, ça peut-être. Et pourtant, c'est fondamental. Arrêtez pendant 3 minutes de respirer.
On va avoir des problèmes dans la salle, il faut rappeler le SAMU. Hein. Mais vous avez aussi la fréquence des ondes du cerveau que vous connaissez tous. On vous a certainement parlé des ondes alpha, des ondes delta, θ. Ça vous parle ça? Ou des ondes bêta, gamma? Bon. Tout est fréquence. En fait, dans votre corps, tout est fréquence. Lorsque vous êtes en bonne santé, vous êtes en cohérence vibratoire. Si vous avez un problème quelque part, vous avez une fréquence qui change, les autres vont essayer de s'adapter, mais vous commencez à être en incohérence vibratoire. Et là, c'est grave. Le but du thérapeute, c'est de vous rendre cette cohérence. Vous savez, il existe une technique qui est développée maintenant depuis quelque temps qu'on appelle la cohérence respiratoire, que je vous conseille de faire. Ça ne coûte rien. Il suffit d'inspirer pendant 5 secondes, d'expirer pendant 5 secondes. Et ça sur 5-6 minutes. C'est facile à faire. Même maintenant, vous pouvez le faire. Eh bien, ça va commencer déjà à agir sur votre système cardio-pulmonaire, sur votre système hormonal, sur votre système neurovégétatif. C'est un excellent exercice facile à faire. Par exemple, le soir, vous avez du mal à vous endormir? Oui? J'en vois qui lève la main. Eh bien, écoutez, si vous avez du mal à vous endormir, plutôt que de compter des moutons parce que c'est un peu dépassé, vous faites cette cohérence respiratoire. La cohérence respiratoire, pour vous donner une idée, c'est un peu comme quand vous avez un orchestre symphonique. Donc il est composé de beaucoup d'instruments. Mais comme vous, hein, il y a le foie, la rate, le pancréas, le cerveau, les reins, etc. Au départ, vous avez le chef d'orchestre qui donne le La. Le La, c'est une fréquence. Tout le monde est accordé sur la même fréquence, chacun va pouvoir jouer sa partition. Mais le violoniste ne va pas forcément jouer en même temps que le contrebassiste ou que le saxophoniste, etc. On a chacun son rythme. C'est comme vous, dans votre organisme, vous avez des rythmes. En général, vous dormez la nuit, vous vous réveillez le jour. Et puis ensuite, vous prenez un petit déjeuner, vous mettez en route le système vésicule biliaire, pancréas, etc., etc. Donc vous avez vos rythmes. Pourquoi c'est important et pourquoi l'homme est en fait un système vibratoire? Tout simplement parce que sur la Terre, vous avez un champ magnétique qui est faible, 0,4 Gauss. Pour vous donner une idée, quand vous avez un petit aimant que vous mettez sur le frigo pour tenir la photo que vous préférez, vous êtes à peu près à 1500 Gauss, donc 3000 fois supérieur. Ce champ magnétique, en plus, il a une spécificité, c'est-à-dire qu'il n'est pas homogène, il a ce qu'on appelle des champs horizontaux et verticaux, mais c'est surtout qu'il a une fréquence. Et cette fréquence, elle a été bien étudiée, et il a fallu attendre 1957 avec un physicien qui s'appelait Schumann, qui a démontré que la moyenne de ce champ magnétique terrestre était à 7,83 Hz. Le Hertz est une pulsation par seconde. Et c'est grâce à cette fréquence du champ magnétique d'ailleurs que vous pouvez communiquer par les ondes, pour ceux qui font du radioamateur par exemple, jusqu'avec des gens qui sont situés en Australie, de l'autre côté de la Terre. Eh bien, ce qu'il est d'intéressant, et sur la photo que vous voyez ici à l'écran, c'est que cette fréquence-là, elle se situe exactement dans la partie dite des ondes alpha du cerveau, qui sont comprises entre 7 et 14 pulsations par seconde. Le physicien parle en Hertz et le médecin parle en pulsations par seconde. Donc c'est une fonction de fréquence fondamentale pour l'organisme. Pensez-y, c'est-à-dire que si vous utilisez des systèmes non vibratoires, par exemple des aimants, ça n'aura aucun effet vraiment positif sur l'organisme. Alors que si vous utilisez des systèmes vibratoires, oui. Vous savez, il y a des techniques de thérapie par les vibrations, par exemple avec des diapasons. Les Tibétains le font avec ce qu'on appelle le bol tibétain, qui envoie des fréquences et qui vous redonne justement cette notion d'énergie. Comment ça fonctionne dans l'organisme? Eh bien, c'est assez facile de comprendre que, anatomiquement parlant, vous êtes constitué de cellules. Quand vous êtes né, il y avait une demi-cellule qui est venue de votre mère, c'est l'ovule, une demi-cellule qui est venue de votre père, c'est le spermatozoïde. Ils se sont réunis, ils ont fait une cellule. Cette cellule, elle s'est divisée en milliards de cellules. Elle a, cette cellule, un noyau qui contient ce qu'on appelle le code génétique. C'est ce code génétique qui fait que vous avez un peu de ressemblance avec vos parents. Par exemple, couleur des cheveux, couleur des yeux.
Cette cellule, c'est la plus petite entité fonctionnelle de l'organisme. On décrit très souvent une membrane dans laquelle il y a des échanges. Bien sûr, il faut bien qu'elle se nourrisse, la cellule, pour pouvoir faire une activité. Par exemple, cellule musculaire, il va lui falloir de l'oxygène et du sucre pour faire son travail. Et puis, comme elle va produire quelque chose, les sportifs le savent bien, elle va générer, par exemple, de l'acide lactique qu'il va falloir évacuer, parce que sinon, si vous gardez l'acide lactique dans vos muscles, vous allez avoir des crampes. Et donc, vous ne pouvez plus faire votre exercice. Eh bien, cette cellule, il faut bien que vous imaginiez qu'en fait, elle pulse en permanence. Et même si aujourd'hui, l'ensemble du corps médical n'a pas vraiment encore étudié la fréquence de la cellule, je pense que ce sont des travaux qui sont en train de se faire parce que c'est fondamental. Et on peut, d'un point de vue tout à fait théorique et physique, mais qui est juste, penser que la cellule initiale, eh bien, elle s'est accordée sur le champ magnétique terrestre, c'est que globalement, elle vibre aux alentours de 8 à 10 pulsations par seconde. Et là, c'est pendant cette phase qu'elle récupère son énergie sous forme d'adénosine triphosphoryle, ce qu'on appelle l'ATP, qui permettra à la cellule de faire le travail pour lequel elle est là. Libération d'hormones, travail par exemple musculaire, etc. Cette cellule qui pulse en permanence, n'oubliez pas qu'elle se situe dans un organe qui lui-même a sa propre fréquence. Par exemple le cœur. Et que cet organe en général va pouvoir s'orienter par rapport aux autres organes. Si vous allez courir, le cœur va augmenter en fréquence, la respiration aussi, parce que forcément c'est lié, il faut amener plus d'oxygène aux muscles. Mais si vous êtes victime d'un stress, par exemple ici, je ne sais pas, l'immeuble d'à côté s'écroule, votre système va se mettre en précaution, il va vous dire qu'il faudra peut-être sortir vite fait, et donc vous allez avoir la fréquence cardiaque qui va augmenter tout de suite, mais pas la fréquence respiratoire. Donc vous voyez, les systèmes peuvent être ensemble ou dissociés. Eh bien, en magnétomégathérapie, on va avoir la possibilité de faire ce que l'on appelle des relaxations psychotoniques, c'est-à-dire qu'elles vont agir au niveau du psychisme et du tonus. C'est ce qu'on appelle les relaxations alpha. Donc on va mettre le sujet avec une monofréquence à 12 pulsations par seconde, par exemple, pendant un certain temps, 10-15 minutes, et ça va permettre de réguler et de moduler les ondes alpha. C'est-à-dire qu'on va déparasiter le système. Ça, c'est les travaux du professeur André Bellossi qui ont été faits à Rennes dans les années 90-2000 et qui ont montré justement que systématiquement, avec magnétomégathérapie, on avait une action sur cet état de relaxation. On va en même temps traiter le système neuro-autonome en le régulant. Je vous ai dit, ce système neuro-autonome est constitué de deux sous-ensembles, l'ortho et le parasympathique, mais ils travaillent conjointement, ce n'est pas deux frères ennemis. Eh bien, ils ont une fréquence d'oscillation qui est très lente, on peut considérer qu'elle est dans les très basses fréquences, comme du 4 pulsations par seconde, ce qui, entre parenthèses, nous rapproche des ondes delta et θ du cerveau. Et là, vous allez pouvoir faire une recoordination fréquentielle, c'est immédiat aussi. On va avoir donc forcément une régulation organique et on va en même temps avoir la capacité de faire une régénération tissulaire, ce qui nous permettra de traiter tout ce qui est lésionnel. Tout à l'heure, je vous ai parlé de cicatrices qui étaient des blocages énergétiques. Là, vous allez les lever. Par exemple, si vous allez voir un acupuncteur, très souvent, il va vous lever cette déficience énergétique en mettant des petites aiguilles vers la cicatrice. Et vous allez sentir d'ailleurs très souvent un effet immédiat. On va avoir bien sûr un effet sur la vitalité et le bien-être, alors un petit peu les mêmes sens, hein. Relaxation détente, régulation du sommeil, rééquilibrage énergétique et corporel, renfort du système immunitaire et restructuration statique fonctionnelle, c'est-à-dire que ça va nous permettre de nous retrouver debout. Si vous le voulez, après la fin de cette conférence, je vous ferai sur un ou deux un test postural et vous verrez que c'est très facile à comprendre un déséquilibre. Il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études. Pour résumer, magnétomégathérapie, c'est une thérapie globale qui permet de traiter les causes et non plus seulement que les symptômes. Cette magnétomégathérapie, globalement, on peut dire qu'il y a 90% de résultats cliniques, 100% c'est une thérapie naturelle, donc il n'y a pas d'effet secondaire.
Ça, c'est à noter, c'est très important. En général, les praticiens en sont très contents et c'est surtout les patients qui en sont contents parce que justement, c'est rapide, il n'y a pas d'effet secondaire. Voilà par exemple un mode d'application. Ici, une personne qui est allongée sur ma table, qui est en relaxation, on met un émetteur sur le haut de la tête, ce qu'on appelle le vertex, un émetteur sous la tête, ce qu'on appelle l'occiput, qui est sous la tête vraiment. Et pendant donc ces 10-15 minutes, à raison de train de fréquence à 12, eh bien, les gens se mettent systématiquement en relaxation. Donc une détente psychique et physique. On sent d'ailleurs les muscles qui se relâchent. Ensuite, on peut restructurer, bien entendu, avec une relaxation un petit peu plus élaborée qui s'appelle la relaxation hypnotique, où là, on va descendre dans les ondes alpha, θ et delta. Je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas le thème de parler de ça. Simplement, je voulais vous l'évoquer parce que c'est important de savoir qu'on va pouvoir vous restructurer en fait la capacité que vous avez à faire vos phases normales dans le sommeil. Donc une qualité de sommeil. Ce que je peux vous promettre, c'est vous apporter une qualité de sommeil. Et puis bien entendu, après, on va pouvoir restructurer les déficiences somatiques, hein, par exemple récupérer des rotations de la tête, du tronc, des épaules, etc. Et c'est une technique qui s'adresse à tout le monde. Là, par exemple, sur la première photo en haut à gauche, vous voyez une femme, donc on restructure ses problèmes oculomoteurs, mais ça peut être aussi chez des jeunes adolescents, ça peut être aussi chez des nourrissons ou nouveau-nés, où là, on peut avoir des thérapies globales pour éviter des complications ultérieures. Voilà, globalement, c'est ce qu'on pouvait dire sur le stress en faisant quelque chose de global. Moi, si vous avez des questions, je suis très ouvert après pour que vous puissiez me les poser. Le stress, ce n'est pas une fatalité. Vous pouvez très très bien le dominer. Voilà, je vous remercie pour votre attention et il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée.